Bienvenue déjà à tous ceux qui sont présents dans la salle. Comme vous le savez, nous sommes au premier jour de l'atelier d'orientation postdoctorale organisé par Medical Mind. L'atelier que nous apprêtons à commencer a été proposé dans le but de mettre la lumière sur les possibilités qui s'offrent aux étudiants après l'obtention de leur doctorat. Nous allons commencer par le Dr Félix Dandou, le premier président du Pharma Club au cours de l'année 2010-2011. Il a un diplôme en pharmacie formé à la FMSB de Yaoundé en 2014. Il obtient aussi un master en développement industriel du médicament à la faculté de médecine et de pharmacie et d'odontologie de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le domaine de la pharmacovigilance, il travaille avec l'OMS, justement, c'est en cours. Parmi ces formations certifiantes, nous avons le stage international de contrôle de qualité des médicaments et produits de santé, centre interdisciplinaire de recherche sur les médicaments de l'Université de Liège. Il a une certification en bonne pratique clinique, African Clinical Research Organization, un mini MBA en Swiss E-Learning Institute, une formation de pharmacien inspecteur REPT, c'est-à-dire répondre efficacement contre la production et le trafic des médicaments falsifiés. Actuellement, il est pharmacien à Georgetown Global Health. Donc, si nous sommes tous prêts, nous allons prier le docteur Félix Dandou de bien vouloir nous faire part de son expérience. Vu que le docteur Félix a un problème de connexion, je suppose qu'il va nous rejoindre plus tard. Bon, on va donc passer la parole à Dr Christelle Wafo, qui a eu un diplôme, du moins qui a obtenu son doctorat en pharmacie à la faculté de pharmacie de Bamako. Donc, ça nous permet d'avoir une expérience différente de celle qu'on a l'habitude de voir ici. Elle a fait les analyses de chimique et management de la qualité des aliments à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et a obtenu un certificat universitaire de préparation de projet doctoral à l'université de Liège. Parmi ses travaux actuels, elle travaille donc sur le développement et la validation des méthodes analytiques pour la détection des médicaments de qualité inférieure, les travaux sur le contrôle et la surveillance du marché pour les antituberculeux au Sénégal et pour les produits de santé et les aliments, eau et boissons au Mali. Donc, son domaine d'intérêt actuel est la chimiométrie, la spectroscopie proche infrarouge, la spectroscopie Raman, l'intelligence artificielle. Donc, docteur Christelle, nous vous passons la parole pour partager avec nous votre expérience. Merci. Merci de m'avoir passé la parole. J'aurais aimé que le docteur Peggy fasse d'abord sa présentation, puisque le domaine de la recherche et développement analytique dans l'industrie pharmaceutique fait partie intégrante en tout cas de tout ce qu'il devait présenter. Bon, faute techniques oblige, donc je suis obligée de vous présenter. Donc, cette présentation vous sera déroulée selon le plan suivant. Après avoir décrit la place de la recherche et développement analytique dans l'industrie pharmaceutique, nous présenterons les étapes de recherche et développement. Donc, nous présenterons également quelques exemples, les postes et responsabilités qui sont les opportunités qui s'offrent à vous et qualifications que vous devez avoir pour prétendre à ces postes-là. Et à la fin, je vous présenterai le département de pharmacie de l'Université de Liège où je suis doctorante actuellement et je vous parlerai à la fin de mon expérience professionnelle. Donc, la recherche et le développement analytique s'applique aussi bien aux produits pharmaceutiques, cosmétiques, dispositifs médicaux. Donc, elle vise à remplir deux objectifs principaux, celui d'assurer de la teneur d'un principe actif dans des spécifications données et de valider la sécurité et la qualité du produit dans le cadre suivi. Donc,
Elle se déroule en 3 phases principales. La première, c'est la phase de conception. La deuxième, la phase de développement. Et la troisième, la phase de validation. Pour ce qui est de la conception, il s'agit de faire une étude bibliographique sur le produit pour lequel on désire développer, par exemple, une méthode analytique. Il s'agit de savoir, comment le produit se comporte en fait, le pKa, sa solubilité, que ce soit dans le milieu aqueux ou bien dans les solvants organiques. Ceci permettra de définir la méthodologie de la méthode, du choix de la technique analytique que nous allons mettre en œuvre. Et il en va de même pour le choix du mode de détection qui va convenir à la molécule qui sera analysée. Donc, pour ce qui est de la phase de développement, qui est la deuxième phase, on fera, après la phase de conception, il s'agit d'étudier la faisabilité, donc voir si la méthode est effectivement développable ou applicable, si on a les intrants qui entrent en jeu, si on a tout ce qui rentre dans la phase de préparation de l'échantillon. Donc, après la mise au point de la méthode sera optimisée. Par exemple, dans le domaine de la chromatographie, il s'agira de voir si le temps de rétention convient, si le temps de rétention n'est pas trop long, ou bien, donc, il s'agira de faire des optimisations pour avoir la méthode la plus optimale possible. La troisième phase est la phase de validation. Et dans la validation des méthodes analytiques, on suit généralement les critères de l'ICH. Donc, il s'agit de déterminer la spécificité de la méthode, la fidélité, la justesse, la linéarité, la sensibilité, les limites de détection et de quantification, la stabilité, la robustesse et l'incertitude de mesure. Tout cela permettra de définir les spécifications de notre méthode, de rédiger, de mettre en place les modes opératoires et les monographies, et par la suite de transférer la méthode d'un site à un autre, par exemple. Le transfert de méthode peut se faire de différentes façons. Et là, nous avons une méthode de validation, un outil de validation des méthodes analytiques qui est le profil des attitudes. Et à travers ce profil des attitudes, on a l'incertitude de mesure qui est déterminée, les spécifications dont l'incertitude de mesure qui est déterminée là avec les bandes bleues. Nous avons les spécifications avec les traits noirs. Donc, je n'entrerai pas trop dans les détails. Je serais donné un cours. Donc, pour les exemples de recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, nous avons la mise au point d'une méthode pour doser, par exemple, un principe actif, pour analyser les impuretés ou les produits de dégradation d'un médicament, pour faire des études sur les extractifs relagables, interactions contenant-contenu, par exemple, pour voir pour les solutés massives, si le contenant peut-être n'interagit pas avec le contenu en tout cas, le médicament qui est contenu dans ce contenant-là. Donc, il s'agit également, un exemple, il y a le développement d'une méthode pour le dosage d'antibiotiques présents sur les surfaces, par exemple, d'une prothèse, valider les méthodes de nettoyage des cuves pour voir. Donc, il y a des méthodes qui permettent de voir si le nettoyage, par exemple, des surfaces de cuves sont efficaces. Et la recherche et développement intervient également comme support aux études de stabilité. Donc, ça, c'est une liste non exhaustive sur ce qui est fait dans le cadre de la recherche et développement analytique dans l'industrie pharmaceutique. Les opportunités qui s'offrent à vous dans ce cadre-là sont, par exemple, les postes de chef de recherche et développement analytique, le poste de cadre analytique, qui est un intitulé différent du premier, le chef de projet chimie analytique ou bien quality person dans l'industrie pharmaceutique. Les responsabilités, vous serez appelé donc à concevoir et mettre en œuvre des programmes d'essai analytiques, d'évaluer la faisabilité, la fiabilité d'une analyse, de mettre en place des protocoles dans le but de rédiger des monographies. Et pourquoi pas, on pourrait avoir des monographies qui pourraient
figurer dans la pharmacopée camerounaise, par exemple, mettre en place ces monographies-là et puis suivre les qualifications des appareils de laboratoire, ce qui est d'ailleurs courant, concevoir et mettre en œuvre des améliorations des techniques, donc apporter une expertise aux techniciens qui travaillent dans la recherche et le développement analytique. Pour ce qui est des qualifications, au point de vue académique, il faut bien évidemment avoir le diplôme de pharmacien, faire des formations complémentaires, par exemple dans l'analyse pharmaceutique, tout ce qui est analyse physico-chimique ou bien microbiologique aussi, dans le domaine de la chimie analytique. Et il faut également avoir fait des formations continues dans le cadre des formations continues, dans le cadre des normes, par exemple, j'ai cité ici DCH, les bonnes pratiques de fabrication. Donc, pour ce qui est compétences, vous devez avoir des capacités organisationnelles et celles de planification, un esprit relationnel et un esprit d'équipe, un esprit de synthèse, des qualités rédactionnelles pour pouvoir rédiger les normes et les procédures qui seront utilisées dans le laboratoire. Donc, pour ce qui est de la structure dans laquelle je suis actuellement, c'est une structure universitaire où nous avons 5 laboratoires au niveau du département de pharmacie, laboratoire de technologie pharmaceutique, de chimie analytique pharmaceutique, laboratoire d'analyse des médicaments, de pharmacognosie, de chimie pharmaceutique. Si Peggy avait fait ça, en tout cas vous êtes assez outillés pour savoir que ces différents laboratoires rentrent dans le circuit de l'industrie pharmaceutique, bien que je ne les ai pas cités peut-être dans l'ordre de production, par exemple, d'un médicament. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces laboratoires sont regroupés dans une structure qu'on appelle phase et qui ont obtenu, cette structure a obtenu l'accréditation GMP, Good Manufacturing Practice et Practice, et puis ils ont la préqualification OMS pour pouvoir réaliser des analyses de l'OMS dans le cadre, par exemple, des alertes qui sont émises par le système rapide alerte qu'on a l'habitude de voir. Il y a également la réalisation de prestations pour les industries dans le cadre de la validation de méthodes, de la réalisation de certaines analyses. Donc les industries délèguent une partie sous-traitent une partie de leurs travaux au niveau des laboratoires du département de pharmacie de l'Université de Liège. Donc, pour ce qui est de mon expérience professionnelle, j'ai obtenu mon diplôme de pharmacien au Mali, dont j'ai travaillé dans le laboratoire national de la santé au Mali comme analyste dans le cadre du contrôle de qualité des médicaments et des aliments. Par la suite, je suis allée à Dakar, au Sénégal, où j'ai obtenu mon master en analyse physico-chimique et management de la qualité des produits de santé et des aliments. J'ai été assistante vacataire dans le laboratoire qui portait ce master. Par la suite, j'ai fait un stage international de 6 mois en assurance et contrôle de qualité des médicaments à l'Université de Liège. Et quelques années après, je suis revenue en tant que doctorante et je suis actuellement à ma 2e année de doctorat. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur. Merci, docteur Christelle, pour le brillant exposé. J'espère que tout le monde a pu en tirer quelque chose et surtout que toutes les questions sont notées à côté. Déjà, nous remercions docteur Christelle pour ça et comme vous avez pu le remarquer, c'est un travail d'équipe. Donc, docteur Peggy pourra apporter des informations complémentaires en fait à ce qui a déjà été dit. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer la parole à docteur Annie Laure. Elle a obtenu son doctorat en pharmacie
à la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé. Et a eu un master de spécialisation en assurance qualité des médicaments et produits de santé en RDC à l'université de Kinshasa. Elle a eu aussi sa certification en Six Sigma Master Black Belt et a aussi travaillé à Afrique Pharmaceutical Cameroun en tant que pharmacien responsable du département de contrôle qualité. Donc, pour la suite, je vais inviter Dr Annie Laure à prendre la parole et elle pourra vous en dire plus sur elle à travers ses diapos. Bonsoir tout le monde. Donc, vous avez la parole. Oui. J'espère que tout le monde m'entend en fait. Oui. Ok, d'accord. En fait, comme la modératrice l'a présenté, en fait, je suis le docteur Annie Laure. J'ai principalement un master en spécialisation en assurance qualité des médicaments et produits de santé déjà. Je suis d'abord docteur en pharmacie que j'ai obtenu à la faculté de médecine, promotion 2015 déjà à Yaoundé. Et en plus de mon master de spécialisation, j'ai obtenu une certification CSIC, mon master Black Belt, qui est un outil en fait pour contrôler, pour mettre en place des systèmes de qualité dans les entreprises pharmaceutiques, la conception, l'évaluation, le contrôle et la mise en œuvre. Et j'ai travaillé à Afrique comme étant pharmacienne responsable du département de contrôle qualité, bien évidemment avec ma formation d'assurance qualité, ce qui m'a permis de travailler comme Afrique, qui est une entreprise en fait qui fabrique et qui met sur le marché, des médicaments, on va dire des médicaments génériques, entreprise, industrie camerounaise. Ma présentation suivant le plan ci-après, en fait, je vais définir ce qu'on entend par poste d'assureur qualité et contrôleur qualité. En fait, je vais positionner en fait ces postes-là dans un organigramme d'industrie pharmaceutique pour que les gens qui aspirent à ce poste puissent savoir en fait la position qu'ils pourront avoir dans le futur et les attitudes qu'ils devront avoir pour bien se positionner et pour bien s'exprimer sur le marché de l'industrie pharma. Après, je vais présenter le cahier de charge du contrôleur et de l'assureur qualité, les formations supplémentaires en plus de votre doctorat en pharmacie qu'il vous faut avoir pour pouvoir aspirer à ce poste-là, les compétences intrinsèques qu'il vous faut avoir pour également pouvoir aspirer à ces postes-là, les postes à pouvoir dans une industrie pharmaceutique parce que l'assureur et le contrôleur qualité, il y a plusieurs postes pour pouvoir aspirer à une industrie pharmaceutique. Ça dépend déjà de votre formation de base, premièrement. En fait, de votre formation supplémentaire, avec des formations encore supplémentaires qui sont en fait des certifications. Il y a beaucoup de certifications en ligne. L'assurance qualité, c'est beaucoup de normes, beaucoup de référentiels, beaucoup de certifications pour pouvoir se positionner bien dans le marché du travail industriel pharma. Je vais vous présenter les défis et les opportunités qui se trouvent dans notre contexte camerounais, étant donné que nous sommes tous des étudiants en pharmacie au Cameroun. Parfois, on se pose la question, il y a des défis. On a des défis qu'on doit surmonter pour pouvoir arriver à nos objectifs avec notre vision professionnelle en tant qu'assureur et contrôleur qualité. Enfin, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir accéder à ce poste-là. Pour commencer, je vais vous définir d'abord ce que c'est que l'assureur qualité. L'assureur qualité, en fait, c'est le garant de la qualité dans la fabrication et la mise en œuvre de toutes les mesures d'un médicament. Aussi bien, en fait, c'est lui qui gère l'efficacité du médicament, c'est lui qui gère la sûreté du médicament, c'est lui qui gère les bonnes pratiques de fabrication du médicament dans l'industrie pharmaceutique. C'est lui qui s'assure que le médicament est efficace, le médicament est sûr et le médicament est de qualité pour pouvoir répondre aux exigences des normes référentielles, aux exigences des normes internationales, des normes nationales dans lesquelles il est appelé à exercer. En fait, et ce poste-là, en fait, on peut résumer ça à ce schéma-ci. La première chose, c'est qu'il doit d'abord établir le plan de management de la qualité. En fait, c'est un concept, c'est un créatif, c'est quelqu'un qui a une grande créativité. C'est lui qui conçoit des systèmes de management de la qualité déjà. C'est à lui qu'on donne la tâche de mettre en place le système qualité par lequel l'industrie pharmaceutique va marcher. C'est lui qui établit les objectifs qualité. C'est lui qui établit tous les objectifs qualité de l'industrie pharma. C'est lui qui dit ce qui doit aller, ce qui ne doit pas aller. C'est lui qui donne la conformité, la non-conformité. C'est lui qui approuve tous les objectifs. Et c'est lui qui rejette les lots, c'est lui qui fait tout. Après, maintenant, c'est lui qui, dès qu'il a établi, dès qu'il a fixé les objectifs, c'est lui qui se rassure de la mise en œuvre du système qu'il a mis en place. Il se rassure de la mise en œuvre du système qu'il a mis. C'est lui qui attribue les tâches au département.
celui qui permet au département de bien fonctionner de façon cohérente pour pouvoir atteindre les objectifs internes de l'industrie pharmaceutique d'une part et les objectifs externes par rapport aux référentiels et aux spécifications que l'industrie pharmaceutique s'est fixées dès la base dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et les dossiers d'enregistrement. Et enfin, maintenant, il met en œuvre ce contrôle qualité. Après la mise en œuvre, il fallait qu'il y ait des outils de contrôle. Il met en œuvre, mais également, il doit contrôler tout le système qualité qu'il a mis en œuvre dans la structure pharmaceutique et dans l'industrie pharmaceutique. Il y a tellement d'outils pour permettre justement la mise en œuvre et le contrôle de ces systèmes qu'il a mis en place. Et le contrôleur qualité, en fait, c'est juste quelqu'un qui est responsable des tests de laboratoire et autre chose. Quand on dit pharmacien responsable du contrôle qualité, généralement, c'est le pharmacien qui est responsable du laboratoire de contrôle qualité qui se trouve dans la firme pharmaceutique. Et il est responsable des tests de laboratoire. Il est responsable de tester d'après les référentiels que le laboratoire a mis en place. Il est responsable de tester en fait tous les médicaments, que ce soit la matière première, que ce soit le produit en cours de fabrication, que ce soit le produit fini, que ce soit les articles de conditionnement. Et il est donc parfois obligé de partir auditer les fournisseurs de toutes ces matières-là. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui donne l'approbation par un certificat d'analyse qu'il délivre dans son laboratoire pour certifier que la matière première, l'article en cours et l'article fini est de qualité requise pour pouvoir faire la production. Et également les articles de conditionnement. Déjà, maintenant, le responsable contrôle qualité se situe en fait, je vais dire, au niveau central de la production, comme vous voyez sur le schéma. Les matières premières, il est responsable des matières premières, comme je l'ai dit. Il est responsable des articles de conditionnement. C'est lui qui s'assure également de la documentation au niveau de son personnel. Il doit s'assurer que son personnel est de qualité requise pour pouvoir assurer les objectifs que l'industrie pharmaceutique lui a demandé de pouvoir accomplir et les normes internationales auxquelles l'industrie pharmaceutique fait face. C'est lui qui qualifie les locaux dans une industrie pharmaceutique. C'est lui qui fait tous les contrôles de qualification, tous les contrôles de validation sur les locaux et sur tout ce qui va avec. C'est lui qui fait également une qualification des équipements. Il est en fait une qualification des équipements, aussi bien des équipements de maintenance, aussi bien des équipements de production, aussi bien des équipements de contrôle qualité lui-même, aussi bien des équipements, même dans le suivi en fait, même dans les magasins en fait, même les étagères, les dispositions et tout, c'est lui qui est chargé de qualifier et de donner son approbation pour dire que ok, on peut continuer la production ou on peut continuer 30 ans. Il est également à la fin de la production celui qui gère le produit fini. C'est lui qui gère le produit fini. C'est lui qui donne l'approbation. Est-ce que le produit est bon, est-ce que le produit n'est pas bon. Mais au niveau du produit fini, il se charge en fait de libérer le certificat d'analyse qui doit être approuvé par le responsable assurance qualité. Parce que tout, c'est le responsable assurance qualité qui a mis son système en place. Et c'est lui qui doit approuver tous les systèmes internes dans l'industrie pharma. Et enfin, il fait le contrôle final qui sont d'après les bonnes qualités, d'après la qualité de la problématique en cours et d'après les missions qu'on lui a assignées. Et maintenant, le positionnement en fait de ces postes dans un organigramme se situe comment? On voit, il y a le PDG, il y a le directeur adjoint. En fait, c'est un prototype. Ce n'est pas toujours ça. Mais dans la majorité des cas, c'est ça en fait qui se passe. Le directeur adjoint et l'assistant, vous voyez, l'assurance qualité, lui, il est situé au haut de la chaîne. Il est situé au haut de la chaîne entre le site de production et le laboratoire de contrôle qualité. Donc, c'est lui qui, en fait, c'est lui qui a la vision, en fait, de l'industrie en général, l'assuré qualité. C'est lui qui, en fait, celui qui contrôle de tout le système qualité de l'industrie pharma. Et franchement, pour être à ce poste-là, il faut avoir des aptitudes, vraiment, il faut être calé, il faut faire des formations supplémentaires pour pouvoir se positionner à ce poste que vous voyez. Maintenant, dans le laboratoire contrôle qualité est juste en bas de l'assurance qualité. Parce que lui, il est chargé, en fait, même dans la recherche et le développement, comme Dr Wafo, Dr Christelle a présenté, il intervient également parce qu'il y a des procédures que lui aussi doit valider dans la recherche et le développement. Il y a des procédures au niveau de la chimie et de la chimie organomique. Il doit avoir une connaissance assez pointue à ce niveau-là. Pour pouvoir valider une procédure, je dois en fait connaître ce que c'est. Si je ne connais pas ce que c'est, je ne peux pas valider une procédure et je gâte le système qu'on a mis en place. C'est lui également, en fait, il est responsable du contrôle qualité en général, du département technico-administratif et tout ce qui est physico-chimique au niveau du contrôle de tous les intrants des médicaments dans une firme pharmaceutique. Et généralement, les firmes pharmaceutiques, ça dépend. Il y a des firmes pharmaceutiques qui vont de la recherche jusqu'à la mise sur le marché. Il y a des firmes pharmaceutiques qui font uniquement la production. C'est-à-dire qu'ils
Je vais dire, il commande les matières premières, il se contente juste de produire sur place et de contrôler et de mettre sur le marché. Selon en fait le position et selon l'objectif de votre firme pharmaceutique, vous auriez en fait des fonctions différentes qui doivent s'arrimer à ce que le management de base, à ce que le management assurance qualité, en fait, à ce que le management de l'entreprise, qui sont les PDG, les directeurs adjoints, ont mis en place pour pouvoir satisfaire à ces obligations, à cette référence qu'ils ont mis en place. Le cahier de charges, en fait, du contrôleur qualité, c'est à tous les niveaux et c'est assez varié. On a juste mis quelques fonctions et ça dépend, comme je vous ai dit, ça dépend en fait de ce que votre industrie pharmaceutique produit, des fonctions de votre industrie pharmaceutique et de ce qu'elle a fait. Mais de façon générale et de façon spécifique, on peut dire, l'assureur qualité, lui, est responsable de la conception, de la planification et de l'adoption des procédures et techniques de vérification. À tous les niveaux, il est responsable de la conception, que ce soit au niveau, en fait, que ce soit les procédures de qualification, de validation, d'analyse en routine, de qualification des locaux, des validations de tous les procédés analytiques de la firme pharmaceutique. C'est lui qui a son mot à dire. Il est bien vrai qu'il travaille en collaboration avec le département de production et le département dont il est chargé de valider les procédures et de mettre en place, en fait, les procédures de fabrication dont il est en charge. En fait, il est responsable, comme on l'a dit, de la vérification chronologique de la fabrication de chaque lot depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à la vente du produit final et l'approbation des produits finis. En fait, c'est lui qui donne son approbation, c'est lui qui dit oui, c'est conforme. J'ai en fait contrôlé la matière première qui est arrivée avec les excipients et le principe actif dont j'approuve. Donc, je donne mon approbation que la qualité est conforme d'après les spécifications qu'on s'est fixées à la base, les spécifications internes à l'entreprise et les spécifications externes à l'entreprise. Les spécifications externes à l'entreprise, vous allez voir, c'est généralement les bonnes pratiques de fabrication, les normes ISO, les normes ICH, toutes les spécifications qui vont en fait, toutes les spécifications qui ont lien avec la qualité du médicament dans une firme pharmaceutique. Il est également responsable de l'identification et de l'analyse des non-conformités. Que sa non-conformité soit interne ou externe. C'est lui, en fait, il fait partie de l'équipe qui va en fait analyser en fait, on va dire corrective action and preventive action. Il va analyser les actions correctives et les actions préventives, en fait, que l'industrie pharmaceutique doit mettre en œuvre pour pouvoir contourner d'une part et pour pouvoir résoudre le problème de non-conformité qu'ils ont eu dans une étape spécifique de la production du médicament. Il est responsable des échantillothéques et des pharmacothèques. Quand vous voyez qu'il est responsable des échantillothéques et des pharmacothèques, en fait, les échantillothéques, en fait, je vais appeler ça la bibliothèque des matières premières et les pharmacothèques, c'est la bibliothèque des produits finis. Et maintenant, il intervient, non, vous voyez que au niveau de la bibliothèque, en fait, des produits finis, il intervient dans un aspect de pharmacovigilance. Parce que pendant que le médicament est présent sur le marché, lui, il fait le contrôle en interne d'après une procédure qui s'est fixée dès le départ et qui a été approuvée par l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Il est également dans l'équipe de pharmacovigilance pour contrôler les produits qu'ils ont mis sur le marché pendant toute la durée de vie du médicament sur le marché et 2 ans après que le médicament soit expiré. C'est lui qui se charge de ça dans l'industrie pharmaceutique et c'est le responsable d'assurance qualité qui approuve tout ce qu'il fait. En ce qui concerne en fait l'assurance qualité, c'est lui qui conceptionne, qui pilote le programme qualité et les projets qualité de l'entreprise. Vous savez, on dit toujours en assurance qualité, en fait, l'assurance qualité est basée sur l'amélioration continue. On ne reste jamais sur place à l'industrie pharmaceutique. La qualité va croissant. Les procédures que j'ai mis en place, le système qualité que j'ai mis en place, je suis appelée à le vérifier et à le changer en fonction, en fait, des mouvements du marché. Ça veut dire que je dois être update au niveau des programmes qualité, au niveau des projets qualité. Je dois en fait être un manager des projets. Je dois concevoir les projets. Je conçois les projets pour pouvoir permettre à mon entreprise de passer à l'étape X à une étape Z qui est supérieure à l'étape X. En fait, c'est un marché très concurrentiel et vous devez avoir tous les outils qualité qui vous permettent d'avoir cet esprit de conception et cet esprit de pilotage des systèmes. Il élabore et il met en jour l'ensemble du système documentaire dans tout le système documentaire d'une industrie pharmaceutique. C'est le responsable assurance qualité qui approuve. C'est le responsable assurance qualité qui dit oui, la documentation, par exemple, toute la documentation, toutes les procédures, tous les standards, toutes les spécifications du département contrôle qualité, je les ai vues, je les ai vérifiées et je pense qu'ils sont conformes et je donne mon approbation pour qu'ils puissent mettre en œuvre tout ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire.
Même au niveau de la production, c'est lui qui approuve toutes les procédures. C'est lui qui approuve tout ce que la production fait. Ça veut dire qu'en fait, comme on a vu sur l'organigramme, il est au-dessus, en fait, du système. Il doit avoir une connaissance sur chaque niveau du système pour pouvoir répondre à ces exigences-là. On va vous demander des expériences accrues et des expériences pointues dans le domaine, en fait, dans le monde international. Parce que le monde international, les normes varient. Les normes au Cameroun ne sont pas les mêmes normes en Belgique. Les normes dans la zone euro ne sont pas les normes dans la zone Afrique. Donc, si tu appelles à t'expatrier à l'extérieur, tu dois maîtriser les normes de qualité qui se situent dans la zone où tu veux travailler. Et il y a des formations supplémentaires qui te permettent de te mettre à jour par rapport à ça. Il organise, il supervise et il réalise les audits. Les audits internes et les audits internes. Quand on parle d'audits internes qualité, ce sont les audits que l'entreprise s'est fixé pour objectif de contrôler le système qualité qu'il a mis en place après un certain temps. Donc, c'est le responsable assurance qualité qui met en place ce système d'audit interne. Et c'est lui qui met en œuvre ce système d'audit interne pour pouvoir justifier et pour pouvoir affirmer que son contrôle est bon. Les audits externes, c'est par rapport aux fournisseurs externes. Il est garant de la bonne application des procédures, comme l'a dit. Il est assistant aux autres services et fonctions. Également, il joue un très grand rôle au niveau de la formation du personnel dans le système d'assurance qualité. Donc, il joue un très grand rôle déjà. Il est indispensable. Donc, il doit maîtriser tout ça. En ce qui concerne les formations que vous devez avoir, les formations que vous devez avoir pour aspirer à ces postes-là. Parce que c'est bien que tu peux être pharmacien et tu as ce poste-là, mais il va te falloir beaucoup travailler pour te positionner dans ça. Mais les formations supplémentaires qui peuvent te garantir que je peux être contrôleur qualité ou je peux être responsable de l'assurance qualité. Au niveau du contrôle qualité, il y a un master en chimie, que ce soit la chimie en A et la chimie orga. Ça peut être un master de spécialisation, un master fondamental. Mais en plus de ce master-là, on demande généralement des expériences professionnelles dans le département, dans un laboratoire de contrôle qualité que tu as travaillé pour pouvoir mettre en place le système dans ton laboratoire. Un master en contrôle qualité des médicaments, bien sûr. Un master 2 en assurance des médicaments et produits de santé. Donc, en tant que tu peux avoir un master d'assurance qualité et on t'envoie dans le département contrôle qualité, comme c'est mon cas à Afrique. J'ai un master en assurance qualité. C'est pour ça qu'en assurance qualité, généralement, on traite du contrôle qualité et de tout le système. Donc, ça veut dire qu'en assurance qualité, vous avez les aptitudes qui vous permettent d'avoir des notions de contrôle qualité. Ce qui concerne en fait l'assurance qualité, il y a une spécialisation en assurance qualité, bien évidemment. Il y a une spécialisation en affaires réglementaires. Mais la spécialisation en affaires réglementaires vous positionne dans le chemin en fait de responsable d'assurance qualité, mais ça vous demande également d'avoir des expériences en fait dans un département d'assurance qualité, quel que soit le poste que vous allez occuper dans une industrie pharma. Franchement, l'assurance qualité, qu'on ne vous leurre pas, si vous voulez arriver au niveau optimum, vous devez avoir une bonne expérience professionnelle, nationale et internationale, parce que c'est ça qui vous permet en fait d'avoir tous les outils de qualité qui vont vous permettre de gérer le système qualité de l'industrie pharma. Les compétences intrinsèques, avoir les compétences supplémentaires, c'est bon. Mais à côté des compétences supplémentaires, il faut avoir des compétences internes qui te permettent de te positionner et de pouvoir assurer tous les objectifs et toutes les missions qu'on t'accorde dans cette industrie pharma. En contrôle qualité, il faut la rigueur et l'agilité professionnelle. Ça va vite, ça va très vite. On vous prend par exemple dans les dosages, dans tout ça, il faut pouvoir être agile et il faut être rigoureux en fait du côté professionnel. Il faut avoir l'esprit méthodique. L'esprit méthodique dans le sens où on peut avoir une non-conformité ou pendant une analyse, un analyste du laboratoire a fait peut-être une erreur au niveau de la procédure, par exemple, de dosage d'un principe actif, d'un produit en cours, d'un produit fini. C'est tout en fait qui doit avoir cet esprit méthodique pour pouvoir identifier le problème, c'est situé où je dois agir pour pouvoir remédier à ce problème et prouver peut-être que soit le problème vient du laboratoire, soit le problème vient en fait du procédé de fabrication en lui-même. Une forte capacité d'analyse dans ces démarches de contrôle, ça c'est très important. Un travail d'équipe et une aptitude relationnelle. Parce que, comme j'ai dit, vous êtes au centre en fait de la production et vous êtes au centre de l'arrivée des matières premières. Vous êtes appelé à collaborer avec les gars de magasin, avec les gars de la production, avec une bonne aptitude relationnelle et un travail d'équipe qui vous permet de vous positionner et de convaincre les gens avec qui vous allez travailler. En assurance qualité, la qualité relationnelle et le travail d'équipe est très important. Là, il n'y a pas deux mesures parce que vous êtes au top de la chaîne.
Si vous êtes au top de la chaîne, vous devez gérer la production, vous devez gérer le contrôle qualité, vous devez gérer parfois le magasin, vous devez gérer les procédures. Vous devez avoir des aptitudes relationnelles extraordinaires pour pouvoir être accepté et pour pouvoir être convaincant au niveau de chaque équipe. Ça, c'est très important. L'adaptation à la nature et les enjeux du public. Vous savez, comme j'ai dit dès le départ, les référentiels diffèrent d'une sphère géographique à une autre. Ça veut dire que quoi, si tu es peut-être responsable assurance qualité au Cameroun, tu as peut-être une opportunité de passer peut-être responsable ou stagiaire assurance qualité dans un autre pays, peut-être en Europe ou en Amérique. Tu dois pouvoir t'adapter de façon rapide et de façon spécifique possible aux normes qui régissent cette sphère professionnelle dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que tu dois t'adapter à la nature et aux enjeux du public dans lequel tu dois fonctionner. La pédagogie et la force de conviction, comme je dis, ça c'est très important. La rigueur et l'esprit d'équipe. La rigueur, c'est quoi? Il n'y a pas de demi-mesure. L'agilité intellectuelle, vous devez être agile intellectuellement parce que vous êtes au centre de tout. Les postes à pouvoir, en tant que contrôleur qualité, vous pouvez être responsable qualité, responsable de laboratoire de contrôle, forcément qui n'est pas dans une industrie pharma, vous pouvez être auditeur qualité, vous pouvez être chargé des affaires réglementaires. En tant qu'assureur qualité, vous êtes manager qualité, mais là, il vous faut en fait une formation managériale supplémentaire pour être chef de projet qualité, contrôleur, auditeur, responsable, chef de projet. Et les défis dans notre contexte, les défis et les opportunités. Dans notre contexte, on a le contexte géographique dans lequel on se trouve au Cameroun. Donc, il n'y a pas de formation qui nous permette en fait de pouvoir aspirer à ces postes, de pouvoir faire des formations de qualité qui nous permettent d'aspirer à l'international, à ces postes par rapport aux défis du marché qui se trouvent à nous. Il y a le problème de moyens financiers, il y a les industries pharma qu'on ne trouve pas beaucoup dans notre contexte camerounais, mais les opportunités également qui se trouvent, il n'y a pas seulement, les universités ne se trouvent pas seulement au Cameroun. Comme on va voir, tous les panélistes sont sortis du Cameroun pour pouvoir voir les qualifications externes dans les autres universités africaines qui leur ont permis d'avoir les aptitudes. Il y a des bourses en ligne. Peggy, en fait, dans sa présentation, il va vous présenter quelques sites de bourses que vous pourriez consulter pour pouvoir. Le marché africain vient. Ça veut dire que vous avez une petite compétence, vous vous positionnez dans le marché africain. En fait, les conseils que je peux vous donner, c'est rêver grand, en fait. Vous devez rêver grand. Vous pouvez dire, vous devez avoir des objectifs SMART qui sont réalisables. Vous devez planifier votre carrière dès maintenant. N'attends pas de finir la formation pour pouvoir planifier sa carrière. Planifier sa carrière dès maintenant et par rapport à ce que tu veux exactement faire. Croire en toi, ce qu'on peut accomplir, ne pas se mettre les limites et se surpasser. Avoir des modèles et commencer quelque part. Il faut commencer quelque part pour pouvoir arriver là où on est. Sur ce, je pense que j'ai fini. Je vous remercie pour votre brillante attention. Merci. Merci beaucoup, Doc, pour votre présentation. À présent, nous allons sans plus tarder passer au prochain panéliste, Dr Victor Gambi. Dr Victor Gambi, qui est diplômé de pharmacie option industrie et analyse des médicaments, FSP, en RDC en 2013. Comme formation certifiante, il a eu un certificat en assurance qualité, SNS ISO 9001-2015 à Kinshasa, un certificat en BPD, CFAC à Kinshasa toujours. Comme emploi actuel, il est pharmacien responsable de contrôle qualité King Pharma Industrie en RDC, responsable de la mise en place et du suivi du système de management de la qualité, toujours à Kim Pharma, une industrie de la RDC. Et comme activité personnelle, il est propriétaire de Green Pharma et PNS Biocosmétiques, œuvrant dans la recherche et le développement des MTA et produits cosmétiques bio. Aussi membre de l'équipe de recherche de la maison de l'Artémisia à Kinshasa. Donc, docteur Victor, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole et bonsoir à tous. Alors, nous allons parler des MTA, des médicaments traditionnellement améliorés, et de la cosmétique. Alors, pour la présentation, je crois Iline m'a donné un bref aperçu. Nous allons parler précisément, nous allons faire une petite introduction, nous allons voir l'état des lieux de ces deux secteurs-là, les MTA et les produits cosmétiques. Ensuite, nous allons voir leurs enjeux dans le monde actuel, parce que nous devons vous permettre de voir dans d'autres horizons.
Et ensuite, nous allons essayer de parler des qualifications qu'il faut avoir pour se lancer dans ce domaine, ainsi que des opportunités qui s'ouvrent à nous. Alors, nous devons comprendre que la pharmacie tire ses origines lointaines de la médecine traditionnelle. Donc, nous n'avons pas à mettre de côté la médecine traditionnelle parce qu'elle est même la mère de la pharmacie moderne que nous avons actuellement. Alors, la modernisation est venue et a apporté des traitements beaucoup plus rapides, une antibiothérapie qui se fait en 5 jours, en 3 jours, et des traitements spécifiques. On s'attaque particulièrement à un germe spécifique en utilisant une molécule bien déterminée. Et ce sont des produits généralement de grande disponibilité parce qu'avec la synthèse, on peut, autant qu'on veut, synthétiser des quantités énormes. Mais il y a un problème, c'est que ces médicaments issus de la médecine moderne restent généralement, ce n'est pas le cas de tous, mais restent généralement un peu plus agressifs pour l'organisme. Alors, c'est là où intervient maintenant les médicaments traditionnels améliorés, qui est une sorte de médecine douce. Mais là encore, il se pose un problème parce que nos ancêtres le faisaient toujours de façon empirique et on n'avait pas, comme tout ça a toujours été le cas pour l'Afrique, on réduit généralement la documentation. Nous n'avons pas suffisamment de documentation. Mais c'est le moment pour nous, avec tout ce que nous avons comme bagage scientifique, de résoudre le problème qui se pose au MTA, notamment la standardisation, les données scientifiques sur l'efficacité et l'innocuité, ainsi que les formes galéniques qui restent jusqu'à présent un véritable problème. Ensuite, au niveau des produits cosmétiques, nous avons un problème d'expertise qui se présente. Et c'est là où intervient l'assurance qualité afin de satisfaire les besoins des différents patients. Actuellement, la tendance dans le monde, si vous le voyez bien, la tendance est le retour à une thérapeutique douce, moins agressive pour l'organisme. Je crois parmi nous, s'il y a des confrères qui sont dans des officines, ils vont comprendre que beaucoup de personnes, bon, c'est le cas ici en RDC, là où je suis, il y a des gens qui viennent carrément à l'officine, vous disent non, moi je n'ai pas besoin des produits de synthèse et tout, j'ai besoin des médicaments naturels. Alors, c'est la tendance actuelle. Donc, c'est un secteur qui est en train de voir le jour et qui doit nous intéresser, autant vous, les jeunes pharmaciens, futurs pharmaciens, et même ceux qui sont déjà dans la profession, ça doit intéresser chacun de nous parce que c'est une opportunité qui s'ouvre à nous. Alors, les MTA sont de plus en plus sollicités face aussi à la contrefaçon et à la malfaçon des médicaments que nous avons actuellement. Alors, il en est de même pour les produits cosmétiques qui sont contrefaits, ça il faut le dire, la malfaçon. Et la plupart des clients qui sont insatisfaits parce que les produits cosmétiques sont généralement conçus par des Européens, par des Asiatiques, qui font leurs travaux de recherche et de développement en se basant sur les caractéristiques de leur population. Ils ne sont forcément pas les mêmes pour nous. La peau, elle est différente, ainsi de suite. Alors, tout cela peut être résolu avec l'assurance du pharmacien, car il en a les compétences pour pouvoir apporter une qualité à ces problèmes. Alors, les médicaments traditionnels sont généralement issus de la pharmacopée traditionnelle. Alors, nous recourons à nos traitements, les traitements de nos grands-parents, les traitements de nos familles que vous avez connus depuis l'enfance, et nous y ajoutons maintenant nos connaissances que nous avons reçues lors de nos différentes formations pour devenir pharmacien ou les formations postdoctorales que nous avons faites. Alors, ceci, c'est pour apporter des éléments tels que l'étude de la limite de toxicité pour les médicaments traditionnels améliorés, pour prouver une activité pharmacologique
dans ces médicaments-là. Donc, il ne faut pas toujours tout rejeter dès le départ. Il faut prendre et pouvoir tester afin de confirmer, donc affirmer ou infirmer la présence d'une activité pharmacologique. Ensuite, faire des dosages bien quantifiés et pourquoi pas mettre en œuvre de méthodes analytiques, comme l'a dit le docteur Wafo actuellement. Elle a parlé de la mise en œuvre d'une méthode analytique pour confirmer, pour témoigner de la qualité d'un produit. Les médicaments traditionnels améliorés souffrent de ce problème-là. Il y a très peu de méthodes analytiques généralement pour assurer leur qualité. Alors, les différentes étapes dans la recherche, pour ceux qui veulent se lancer dans les MTA, les produits cosmétiques, mais surtout pour les MTA, d'abord, on commence généralement par une enquête ethnobotanique et floristique. Alors, nous allons recourir vraiment à notre pharmacopée traditionnelle, même si elle n'est pas documentée et écrite, mais généralement en Afrique, nous avons beaucoup plus de traditions orales, chose aussi que nous devons changer. Donc, nous commençons par là. Vous pouvez retourner, il y a des pharmaciens. En RDC, là où je suis, je connais un pharmacien qui a déjà sorti beaucoup de médicaments traditionnels améliorés, mais qui est allé s'installer dans son village après avoir étudié et fait quelques travaux ici en ville. Il est allé s'installer dans son village et il a fait des travaux par rapport au traitement là-bas jusqu'à développer des médicaments qui aujourd'hui ont obtenu des AMM et sont dispensés dans des officines. Alors après cette enquête ethnobotanique et floristique, vous faites une étude bibliographique. Vous allez recourir à toutes les informations que vous pouvez puiser dans des notes de pharmacognosie, dans des notes de chimie, ainsi de suite, pour pouvoir avoir des données suffisantes sur l'une des plantes ou substances naturelles que vous voulez étudier. Ensuite, vous allez faire une étude botanique, ce que vous pouvez identifier, une étude phytochimique pour connaître la composition chimique de ces différentes plantes ou substances et voir leur implication. Dans le cours de pharmacognosie, on vous apprend les différentes substances, les groupes actifs. Alors, vous ferez ensuite une étude pharmacologique et toxicologique. Alors, vous allez suivre en fait, on suit toutes les étapes de développement d'un médicament, comme ça se passe avec les produits de synthèse. Ensuite viendra la formulation galénique des médicaments traditionnels améliorés et des essais cliniques, bien sûr, pour à la fin aboutir à une obtention d'autorisation de mise sur le marché afin de valoriser le produit. Mais vous verrez que toutes les branches de la pharmacie interviennent à chaque niveau ici. Même si les recherches sont dans la plupart des cas multidisciplinaires, nous savons aussi que toutes les branches peuvent intervenir dans ce domaine-là. Donc, vous avez le champ assez ouvert. Le docteur Annie a parlé de certaines firmes qui sont spécialisées qui vont de la recherche, du développement des produits et d'autres qui ne font que la production. Alors, à chaque niveau, le pharmacien peut intervenir et vous en avez la capacité de le faire. Alors, les médicaments traditionnellement améliorés, tout comme les produits de synthèse que nous avons, les médicaments modernes, ont besoin pour chaque pays d'une autorisation de mise sur le marché. Donc, vous devez produire un dossier administratif, un dossier technique. En fait, vous allez prendre tout ce que vous avez de votre culture, de votre tradition sur le plan médicinal, que vous allez adapter maintenant à vos connaissances que vous avez reçues durant toute votre formation. Et dans le dossier technique, vous devez ressortir l'efficacité, la toxicité doit être connue, avoir une bonne présentation de la forme galénique et tout, un dosage précis, pouvoir pas des marqueurs chimiques, pouvons avoir des marqueurs chimiques pour pouvoir assurer le contrôle de la qualité plus facilement, ainsi qu'un prix accessible. Bon, ça c'est accessoire, c'est chacun qui détermine en fonction des efforts fournis son prix. Alors, il est important de connaître, d'avoir un savoir traditionnel.
c'est important. Nous ne pouvons pas rejeter nos cultures sous prétexte que nous avons acquis la modernité. Non, mais la modernité doit nous permettre d'exploiter au maximum les bienfaits de nos cultures. Alors, nous pouvons exceller dans les MTA sur le plan de la recherche scientifique. Alors, il y a des gens qui peuvent s'orienter après leurs études uniquement vers la recherche scientifique sur les MTA. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la production. On en arrive des fois, il y en a qui trouvent des produits après leur recherche et qui vendent des formules qu'ils ont mises au point avec le transfert de technologies et tout. Alors, nous avons des phytomédicaments. Ces phytomédicaments doivent être d'une bonne sécurité, doivent être d'une bonne efficacité et la qualité est ainsi que accessible. Ça, c'est le leitmotiv que vous devez avoir si vous vous lancez dans ce domaine-là. Alors, le pharmacien intervient à chaque niveau dans les MTA, notamment au niveau de la recherche, de la production, du contrôle de la qualité, de la distribution, ainsi que de la dispensation. Alors, dans le domaine cosmétique, c'est presque la même chose. Nous devons comprendre que la cosmétique et la pharmacie sont très liées. Il n'y a qu'un seul pas entre les deux. La dermocosmétique, par exemple, est née en France dans les années 60-70 et la dermocosmétique, c'est une sorte de cosmétique liée à la pharmacie. En effet, on a appliqué les pharmaciens à la dermocosmétique, à la cosmétique, suite aux plaintes. L'histoire nous parle des plaintes de certains consommateurs de produits cosmétiques. Et alors, les producteurs de produits cosmétiques ont cherché à s'orienter vers des experts afin d'améliorer leur qualité. C'est comme ça que le pharmacien s'est retrouvé dans le secteur de la cosmétique comme étant l'un des éléments clés dans la production des produits cosmétiques. On parle du pharmacien comme étant le gage de confiance dans les produits cosmétiques. Alors, les produits cosmétiques également subissent de nos jours le même problème que les produits de synthèse. Alors, beaucoup, vous verrez même à travers l'Internet, sont dans le bio. On parle aujourd'hui de produits cosmétiques bio. Alors, la tendance actuelle, c'est ça. Alors, si vous êtes pharmacien et que vous voulez vous lancer dans la production, le développement des produits cosmétiques, je vous conseillerais d'aller plus dans les produits bio parce que c'est ce qui est en train de prendre de l'ampleur actuellement. Beaucoup ont utilisé des produits qui ont abîmé leur peau pendant des années et ils recherchent à avoir une solution pour restaurer leur peau. Et généralement, les produits bio répondent mieux par expérience. Alors, la dermopharmacie, alors vous pouvez évoluer dans tout ça à travers la recherche et le développement. Alors, pour ceux qui sont attirés par le luxe, je tiens à vous rappeler que les statistiques montrent que les officines, beaucoup plus dans les pays développés, font 60% de leur chiffre d'affaires avec les produits cosmétiques. Alors, les qualifications et les opportunités. Pour se lancer dans les MTA et la cosmétique, déjà votre diplôme de pharmacien, docteur en pharmacie, vous donne le bagage nécessaire pour commencer. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire des études postdoctorales pour commencer. Non. Ce que vous recevez durant votre premier cycle de formation est largement suffisant pour commencer. Et par la suite, vous pouvez faire donc des spécialisations pour améliorer, des spécialisations normalement dans le domaine de la pharmacognosie, afin de mieux maîtriser l'usage des plantes, dans le domaine de la galénique, afin de mieux maîtriser aussi la transformation de ces plantes en produits finis, dans le domaine de chimie approfondie et tout, parce que lorsque vous allez mettre au point un médicament traditionnel amélioré, vous devez aussi fournir une méthode analytique afin d'évaluer la qualité de votre médicament. Alors, la dermopharmacie et la cosmétologie, aujourd'hui, sont des spécialités qui se font dans beaucoup d'universités. Certaines, même en Afrique aussi, proposent ces spécialisations. Dermopharmacie et cosmétologie sont des formations ouvertes, des spécialisations ouvertes à des docteurs en pharmacie. Alors, il y a une auto-formation aussi
est vraiment, c'est le plus accessible pour tout le monde. Une auto-formation, vous devez aimer lire, aimer découvrir, lire des travaux des autres, ainsi de suite, des articles pour pouvoir comprendre un peu comment ça se passe, ce qui se fait, ainsi de suite. À partir du moment où vous avez reçu la base, lorsque vous êtes devant un article scientifique, vous pouvez au moins comprendre la quintessence de ce qui est contenu. Mais vous devez aussi avoir un intérêt particulier pour le bio, parce que vous ne pouvez pas proposer aux gens ce que vous-même vous n'acceptez pas. Donc, vous devez avoir un intérêt particulier pour le bio. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous concernant les MTA et les produits cosmétiques, notamment dans l'industrie. Il y a certaines industries qui commencent déjà aussi à se spécialiser dans ce domaine-là. Alors, vous pouvez trouver de l'emploi là-bas. Dans les unités de recherche et de développement, parce que c'est à partir de ces MTA que généralement on aboutit aux produits modernes avec la recherche et le développement. Donc, vous pouvez faire partie de ces unités-là. Et la plus grande des merveilles que cela peut vous apporter, c'est l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous installer à votre propre compte après vos études. Généralement, ça ne nécessite pas de gros moyens pour un départ, parce que vous allez commencer avec un petit niveau et monter progressivement avec les formations et les moyens que vous allez investir. Donc, c'est le meilleur moyen pour entreprendre et devenir demain propriétaire d'une industrie pharmaceutique ou d'une industrie cosmétique. Alors, je tiens juste à vous rappeler que les pharmaciens, de par sa profession, ont un large spectre professionnel. Donc, vous avez tout un éventail devant vous. Vous pouvez vous lancer dans beaucoup de domaines. Alors, vous pouvez être le pharmacien est l'expert des produits de consommation humaine directe. Donc, que ce soit des produits alimentaires, des produits cosmétiques ou des médicaments, c'est vous qui avez les moyens nécessaires intellectuels pour pouvoir y accéder. Alors, les formations professionnalisantes, les formations personnelles, académiques, pour pouvoir renforcer vos capacités sont toujours bonnes. Et l'entrepreneuriat reste le domaine d'épanouissement total. Alors, je vous remercie pour votre attention. Personnellement, je suis dans les MTA, à part mon boulot, je suis dans des MTA et des produits cosmétiques bio. J'avance petit à petit, j'ai déjà à mon actif quelques produits et avec le temps, on évolue, on améliore, on sait qu'on va y arriver. Je vous remercie. Merci, Doc. Maintenant, nous allons passer la parole à Dr. Peggy, qu'il puisse reprendre le cours de sa présentation. Ok, une fois de plus, bonsoir à tous. Comme la modératrice l'a si bien dit, je suis Peggy Ngado, je suis pharmacien, diplômé de la faculté de médecine de Yaoundé en 2014. Et après ma formation de pharmacien, j'ai également suivi une formation un master précisément en développement industriel du médicament à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et j'ai également eu la chance d'être sélectionné pour le stage international de contrôle de qualité du médicament. Diapo. Et c'est dans ce cadre qu'il m'a été demandé de vous faire une présentation sur le métier de pharmacien responsable de production. L'industrie pharmaceutique, en gros, peut se définir comme un secteur d'activité à but lucratif qui regroupe des activités de recherche et développement. La recherche qui est basée essentiellement sur l'identification des substances potentiellement actives. Et ceci se fait essentiellement grâce à des méthodes de chimie combinatoire, des méthodes également de pharmacologie et bien d'autres dispositifs. L'industrie pharmaceutique, c'est le secteur par excellence de production de médicaments, que ce soit pour les médicaments pour la santé humaine, pour la santé vétérinaire. Et ces produits, en plus des médicaments, il y a d'autres produits pharmaceutiques qui sont également produits par les industries pharmaceutiques. Il s'agit notamment des dispositifs médicaux, des tests de diagnostic rapide, des produits cosmétiques, comme l'a si bien dit le docteur Victor, et des produits sanguins labiles. Dans le monde entier, en gros, l'industrie pharmaceutique connaît une évolution spectaculaire depuis les années 50 avec le développement de la biologie moléculaire, diapo.
Actuellement, actuellement, l'industrie pharmaceutique, on peut distinguer plusieurs catégories d'industrie pharmaceutique dans le monde. La classification la plus utilisée, c'est par rapport à la taille et les activités des différentes industries. Et sur la base de cette classification, on distingue trois grandes catégories d'industries que sont les Big Pharma, c'est-à-dire les grandes firmes pharmaceutiques, Big Pharmaceutical Company. Ces industries sont présentes sur toute la chaîne de recherche et développement de médicaments. Ils interviennent pour ce qui est de la recherche des principes actifs, pour ce qui est du développement des méthodes de fabrication, pour ce qui est de la production des formes pharmaceutiques finies et pour ce qui est de la commercialisation également. Parmi ces Big Pharma, on retrouve tous les grands noms que nous connaissons, Novartis, Pfizer, Sanofi, Roche, aussi bien en santé humaine qu'en santé vétérinaire. Et à côté de cette grande classe, on a une seconde classe qui est la classe des firmes pharmaceutiques dites spécialisées. Elles, par contre, elles ont un créneau d'activité qui est spécifique. Elles peuvent se concentrer uniquement sur une classe thérapeutique donnée, comme par exemple les lignes cardiovasculaires, ou bien uniquement dans la production de médicaments génériques. Et la troisième classe d'industrie pharmaceutique, ce sont les industries de biotechnologie. Elles connaissent un essor particulier depuis un moment. C'est ce qui explique une montée de nombreux médicaments faits à base de dérivés humains et autres. C'est positif. Cependant, toutes ces industries font face à des problèmes qui sont pratiquement communs. En l'occurrence, le coût sans cesse croissant de l'innovation et de la recherche, la perte des brevets sur des molécules, porteuses et le marché parallèle et la falsification des produits pharmaceutiques dans le tiers-monde, notamment l'Afrique, l'Asie et autres. Pour faire face à ces différents défis, l'industrie pharmaceutique a décidé de développer des métiers qu'on pourrait considérer comme des métiers transversaux à l'industrie pharmaceutique. C'est notamment l'affaire réglementaire, le medical science liaison et essentiellement la pharmacovigilance, afin de combler tous les différents défis qui ont été soulevés précédemment. Mais cependant, l'industrie pharmaceutique garde toujours la plupart de ses investissements ou la grande partie de ses capitaux dans la production industrielle. C'est quoi la production? La production peut se définir, le docteur Anil l'a dit dans sa présentation. La production, c'est l'ensemble des opérations qui vont de la réception des matières premières jusqu'à l'obtention des produits finis. Et tout ceci dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. C'est-à-dire quoi? Vous, en tant que responsable de production, dans l'unité de production, vous devez être présent à la réception des matières premières, en collaboration avec les responsables d'assurance qualité, vérifier la qualité des matières premières reçues des articles de conditionnement, s'assurer que ceux-ci respectent les spécifications qui ont été mentionnées dans la commande éventuellement, et aussi les spécifications externes, c'est-à-dire la réglementation pharmaceutique locale, en l'occurrence les bonnes pratiques de fabrication et autres. Également, la production des médicaments se fait dans une atmosphère particulière en fonction du degré de propriété ou d'une fait à des comprimés ou à des préparations de suspension buvable ou à des formes parentérales. La zone de production n'est plus la même. On a affaire là à des zones d'atmosphère contrôlée spécifiques. Ces zones d'atmosphère contrôlée sont au nombre de 4. Le niveau le plus élevé correspond aux zones de préparation des formulations stériles, diapositives. Le métier, la production industrielle, c'est un métier qui est au cœur de l'industrie pharmaceutique. Travaillant comme responsable de production industrielle, il y a plusieurs métiers qui vous sont ouverts. Principalement, le poste le plus important de la production industrielle, c'est le responsable de production. Et celui-ci fait partie des postes clés, tels qu'énoncés par le guide de bonnes pratiques de fabrication de l'OMS et celui du Cameroun. À côté de celui-là, nous avons également, en fonction de la taille de l'industrie, on peut avoir des responsables ateliers de production qui peuvent également être des pharmaciens. On peut avoir des chargés de transposition industrielle si on a fait une unité de production qui fait également de la recherche. On peut avoir un responsable atelier de conditionnement. On peut avoir également des chargés de procédés industriels et des responsables logistiques. Le responsable logistique, il a une place capitale dans la production parce que travaillant de façon directe avec le service d'assurance qualité, c'est lui qui est responsable du plan d'approvisionnement en matières premières et également du plan de distribution des produits pharmaceutiques finis. Bon, c'est une place qui est capitale dans l'industrie pharmaceutique et dans certaines industries même, on exige que ce poste également soit tenu par des pharmaciens. Et également, un poste très important, c'est le chargé de la maintenance. Vous savez bien,
La production, c'est les matières premières, c'est les ressources, mais c'est également les équipements de production. S'il n'y a pas un suivi rigoureux de ces équipements de production, on ne peut pas garantir la qualité et la sécurité des différents produits. Diapositive. Au sein de l'unité de production, le pharmacien responsable de production a un rôle stratégique. Il est au cœur de l'industrie. Ainsi, vous allez intervenir notamment dans la mise en place et la définition du plan de production. Vous allez également intervenir au niveau de la conception, ou bien vous êtes le responsable de la conception et de la mise en place des procédures des documents de production. Ceci en collaboration toujours avec le système d'assurance qualité. Vous allez définir le plan d'approvisionnement en matière première en articles de conditionnement. Vous êtes responsable de l'organisation et la planification des interventions de maintenance. Il vous revient également de former les équipes de production, notamment sur les différentes normes, en l'occurrence les normes de contrôle de qualité, les bonnes pratiques de fabrication. En fonction du domaine d'activité, il y a des exigences qui sont requises. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille dans une production de forme stérile, on recommande à tout le personnel de l'unité de production d'avoir fait au moins deux formations en bonne pratique de fabrication tous les 2 ans. Bon, c'est au moins une formation qui peut être tolérée si vous êtes une unité et qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé et que vous prétendez produire des formes parentérales. Diapositive. Le pharmacien responsable de production intervient également au niveau opérationnel. Il assure le suivi des activités de production, notamment des activités de production qui vont de la pesée en fonction de la formulation. Si on veut par exemple produire des comprimés, on aura à faire une pesée, on aura à faire une granulation et éventuellement on aura à faire une compression et éventuellement et surtout un conditionnement à l'action. Il a également pour mission d'analyser les activités de production, ceci à partir des indicateurs de qualité et des indicateurs de production. Il étudie également la faisabilité des programmes de production. Je vais aller plus vite comme le signal que je n'ai plus beaucoup de temps en diapositive. Ok, ici c'est présenté de façon schématique le fonctionnement d'une unité de production. Je pense que le docteur Annie l'a suffisamment détaillé également dans sa présentation. Comme on l'a dit au départ, la production, c'est l'ensemble des opérations qui vont de la réception des matières premières jusqu'à la fabrication des produits finis. Diapositive. À côté de la production, le pharmacien responsable de la production peut également être appelé à pour but de trouver la forme pharmaceutique la plus adaptée pour le médicament et surtout pour le patient. Cette recherche, elle est constituée en trois principales étapes. La préformulation. La préformulation, en quoi consiste-t-elle? La préformulation, en fait, une fois qu'on a trouvé notre substance active, qu'elle soit d'origine végétale, qu'elle soit d'origine chimique, la préformulation consiste à définir les différentes caractéristiques physico-chimiques du principe actif. Et à l'issue de cette préformulation, le principal résultat qui est intéressant, et ce que les académies recherchent, c'est ce qu'on appelle la classification biopharmaceutique. Cette classification biopharmaceutique qui pourra nous dire est-ce que le médicament a une bonne perméabilité au niveau des membranes, est-ce qu'elle est suffisamment soluble ou est-ce qu'elle est hydrosoluble ou bien elle est liposoluble. En fonction de cette balance hydrophilie-lipophilie, on pourra définir, par exemple, si le médicament est hydrosoluble, on va dire, ça c'est une forme, ça c'est un médicament adapté pour les formulations parentérales, puisqu'il est totalement hydrosoluble. Si le médicament est, par exemple, liposoluble, il serait plus intéressant de voir comment formuler des formes sèches, notamment des comprimés. Après le résultat de la préformulation, sur la base de la classification biopharmaceutique, on passe à la prochaine étape de la recherche et développement galénique, qui est la formulation. Ici, la formulation, en fait, c'est un ensemble de recherches qui a pour en principe actif en excipient afin de trouver une forme adaptée pour le médicament. Comment ça se fait? Elle se fait en utilisant premièrement les résultats de la préformulation. Ensuite, ce qu'on appelle des plans d'expérience. Ces plans d'expérience vont vous donner un peu des limites pour les différentes classes d'excipients qui peuvent être présents en fonction des objectifs thérapeutiques que vous visez. Et avec ces plans d'expérience-là, quand on aura éventuellement définir les proportions des différents constituants, maintenant, par constituant, on va essayer de faire ce qu'on appelle des études de compatibilité pour voir entre les principes actifs donnés d'un excipient quelconque. Est-ce qu'il y a des risques d'incompatibilité?
En fonction du risque d'incompatibilité, on va éliminer progressivement les excipients qui ne peuvent pas convenir à la formulation. Une fois que cette formulation est faite, on a notre formule grossière, c'est ce qu'on appelle en fait la formule au niveau de laboratoire, la formule au niveau du laboratoire. On va passer à ce qu'on appelle la transposition. Là, cette transposition va nous permettre de passer d'une formule pour préparation du laboratoire à une formule plus grande, qui peut être un lot pilote, ce qu'on appelle généralement lot clinique. Et c'est à base de ce lot clinique-là qu'on va mener ce qu'on appelle les études cliniques. C'est quand on a produit ces différents lots cliniques qu'on va prendre ces formulations, ces médicaments candidats, qui sont encore médicaments, pour mener les différents essais cliniques en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et en fonction de la réponse avec ces lots cliniques, on va procéder à l'optimisation de cette forme, l'optimisation thérapeutique de ces formes. Et par la suite, quand on aura optimisé, on aura une formule pharmaceutique adéquate. On va produire ce qu'on appelle un lot de validation. Ce lot de validation, c'est un peu une interface avec l'autorité qui peut être utile. Oui, je disais, quand on a une fois qu'on a l'autorisation de l'autorité de réglementation, après avoir validé le lot de validation, on peut passer à la production industrielle. Maintenant, pour être pharmacien responsable de production ou pharmacien recherche et de développement galénique, quelles sont les compétences requises, les qualifications requises. Déjà, comme le docteur Victor l'a dit, en tant que pharmacien, on a un panel très élargi d'activités qui s'ouvrent à nous et c'est aussi valable pour le métier de production. Il faut être pharmacien, avoir un diplôme de pharmacien et il serait davantage intéressant pour vous d'avoir des formations complémentaires, notamment en développement industriel du médicament, en analyse pharmaceutique, en génie des procédés ou des méthodes industrielles. Et comme le docteur Anilo l'a dit, les formations continues, c'est la clé, c'est la base. À l'industrie pharmaceutique, ça bouge rapidement. Une fois que vous n'êtes plus à côté, une fois que vous n'êtes pas à jour, on peut facilement vous mettre de côté. Bon, il est très important de se former de façon continue, notamment sur les DPF, sur les normes de fabrication, les normes de contrôle. À côté de ça, le responsable de production doit être doté de capacités humaines excellentes. Il doit être un bon communicateur, il doit savoir pouvoir gérer une équipe, avoir une forte capacité de motivation. Et c'est quelqu'un qui doit être ingénieux et dévoué. Et là, pour terminer, je vous présente en fait quelques liens, quelques opportunités de formation pour devenir éventuellement un responsable de production ou un responsable de transition industrielle ou bien un responsable chef projet de recherche galénique dans une unité de production. Pour ce qui me concerne de façon personnelle, j'ai fait un master de développement industriel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et j'ai eu la chance d'être retenu pour un stage de professionnalisation à West Africa, qui est une industrie marocaine installée au Sénégal. Et à côté de ça, j'ai été retenu pour le stage international de contrôle de qualité à l'université de Liège, avec entre autres Anilo et Dr Anilo et le Dr Christelle Wako. On a eu la chance de passer par cette université-là. Et pour ceux qui sont intéressés par la galénique, j'ai essayé de mettre quelques liens de facultés accessibles. Vous aurez les présentations par la suite. Si quelqu'un voudrait des informations particulières, je reste disponible. Sur ce, je vous diapositive avant de conclure. Oui, comme je disais au début de ma présentation, le marché de l'industrie pharmaceutique est essentiellement dominé par les pays industrialisés, en l'occurrence les États-Unis, le Canada et toute l'Union européenne. Mais depuis un moment, il y a une montée significative de ce qu'on appelle les pharma emerging markets, et en l'occurrence les pays, on peut dire les BRIC, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et il faudrait que nous, l'Afrique, avec moins de 0,5% de la production industrielle, qu'on réfléchisse à ce que nous voulons pour notre politique sanitaire. Et moi, je pense sincèrement que le développement des médicaments traditionnels améliorés, comme le docteur Victor l'a dit, c'est une... Allô, doc? Je crois qu'il y a un problème de... Il doit y avoir un problème de connexion. Bon, déjà, merci à Dr Peggy. Je suppose qu'il y a un problème de connexion. Merci à Dr Peggy et merci à tous les panélistes qui partagent avec nous leur expérience. À présent, nous allons passer à la phase questions-réponses. Bon, c'est simple, comme on l'a dit au départ, tout ce que vous avez à faire, si vous avez une question, vous levez la main, en fait,
Vous avez 3 points de suspension juste en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, vous allez voir une option lever la main. Donc, si vous avez une quelconque question, vous levez la main. Une fois que la parole vous est donnée, vous réactivez votre son. Vous adressez votre question au panéliste de votre choix afin qu'il puisse répondre. Donc, la phase de questions-réponses est ouverte. Oui, Claude Béranger. Claude, vas-y. Tu peux activer ton micro. Je crois qu'il est activé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc je suis Claude Béranger Ngalemo, je suis pharmacien promu de l'UDM dans les années 2008-2009. Après un court séjour à Kinshasa, dont j'ai été un tout petit peu ravi en fait d'entendre Victor parler de Kinshasa, de King Pharma. Et bon, vous allez excuser d'abord la désolation que j'ai, c'est que en fait, j'attendais un tout petit peu que vous, pour des jeunes en fait, qui sont actuellement en cours de formation, ou même pour des jeunes pour des pharmaciens qui sont nouvellement promus, j'attendais un tout petit peu qu'il soit déroulé un éventail d'éventualités de formation qu'ils peuvent avoir, non pas c'était un tout petit peu comme un rappel spécifique des cours, parce qu'entre ce que je crois c'est Christelle Wafo qui a parlé de l'assurance qualité, ce qui est bien, et puis c'est Annie Laure qui a parlé également d'assurance qualité, mais qui a un tout petit peu emphasé sur le système, enfin bref, sur le système managérial. C'était presque pareil que Christelle. Mais moi, j'attendais davantage que vous disiez à ces jeunes que voilà, quand vous êtes en cours de formation et que vous objectivez en fait avoir une spécialisation, voilà quels sont les éléments sur lesquels il faut vous appuyer, parce que voilà quelles sont les spécialisations qui s'offrent à vous. Et de l'autre côté, j'aurais souhaité et j'aurais aimé en fait qu'on revienne au cas particulier du Cameroun, parce qu'il faut dire dans la zone Afrique, l'Afrique de l'Ouest où je suis plus ou moins actuellement, parce que je travaille de temps en temps au laboratoire national de santé publique, je suis pharmacien, je suis enseignant à l'Université des Montagnes et en même temps, je suis doctorant à l'Université Félix Houphouët-Boigny dans leur département de chimie analytique. Mais quand je vois l'opérationnel qu'ils ont en matière de pharmacie, en matière de développement pharmaceutique là-bas, et je vois l'opérationnel qu'on a ici en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier, pour moi, je pense que le mieux, ce serait de stimuler chez les jeunes cette envie, en fait, de trouver des pôles de spécialisation. Et ces pôles de spécialisation, je me serais attendu, en fait, à ce que vous leur disiez, ou à ce que vous nous disiez, voilà, quand vous êtes en train de devenir pharmacien et que dans notre contexte, chez nous, au Cameroun, où il n'y a pas d'entreprise, parce que quand on regarde un peu le profil de Saint-Pharm, de son ouverture à la première fermeture, on se rend compte qu'en fait, c'est parce que le profil de management n'était pas établi. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir véritablement, pour faire en fait véritablement le management de la qualité? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas juste se limiter à l'assurance qualité. Il faut aller véritablement au management de la qualité. Depuis les principes définis par Ford, il faudrait que les gens sachent également où il peut faire ce type de formation en management de qualité. J'ai apprécié un tout petit peu ce que c'est Victor, je crois, a fait, Victor Ngambi, oui. J'ai apprécié ce qu'il a fait quand il a parlé des MTA. Mais là encore, j'aurais souhaité qu'on revienne dans le principe fondamental de chez nous au Cameroun. Quelqu'un qui veut se lancer dans les MTA, de quoi a-t-il besoin? Et il faudrait, comme l'a dit Christelle au départ, qu'on apprenne aux gens à travailler en équipe, que tout le monde, qu'une seule personne ne soit pas obligée de faire à la fois management de la qualité, recherche et développement, encore que chez nous, la recherche et développement, c'est plus tellement pharmaceutique, ça se limite davantage aux universités parce qu'ils ont une plante et qu'ils ont démontré
à tort ou à raison une activité et puis boum, ils produisent un truc. Chez nous au Cameroun, ils n'ont qu'à aller à l'IMPM, ils produisent un truc qu'on retrouve sur le marché et puis ben voilà, c'est suffisant. Mais je voudrais qu'on nous apprenne et que nous nous apprenions nous-mêmes à pouvoir travailler en équipe, qu'on sollicite de la part de ces jeunes cette faculté de pouvoir chacun se spécialiser dans une voie pour pouvoir associer les différentes voies. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre idée, mais j'aurais souhaité davantage que vous mettiez l'emphase sur ça, quoi, sur quelles sont les formations qui s'offrent, quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir, comment vous pouvez grant ces opportunités, comment vous pouvez postuler pour ces opportunités et puis voilà, quoi. Mais ça, c'était mon attente particulière. Maintenant, je voudrais revenir à Christelle pour lui poser une question par rapport à l'assurance et au management de la qualité. Dans le contexte camerounais actuellement, quels sont les outils dont disposerait un pharmacien camerounais pour, dans un premier temps, stimuler à son niveau le management de la qualité? Parce que là, ça part déjà sur la base de ce qu'il apprend à l'école. Et dans un second temps, comment pouvoir s'insérer dans une société camerounaise où le management de la qualité n'existe pas? Merci. Merci beaucoup, docteur Claude, déjà pour l'ajout. Vous savez, aucune œuvre n'est parfaite et on a justement besoin des gens comme vous pour nous aider à comprendre davantage. Et sur ce, j'aimerais passer la parole à docteur Christelle, mais surtout n'hésitez pas, docteur Béranger, à vous joindre à l'équipe pour une quelconque amélioration, ou je peux surtout dire des ajouts qui nous seraient utiles à nous étudiants. Donc, merci encore. La parole est à docteur Christelle. Bonsoir, docteur Béranger, ravi de vous connaître. Bon, moi, je n'ai pas une grande idée de ce qui se passe au Cameroun actuellement en ce qui concerne l'assurance et le management de la qualité. Ma formation était totalement extérieure. Si vous avez remarqué, lorsque j'ai présenté mon expérience professionnelle, et puis je n'ai pas spécifiquement parlé de l'assurance qualité, j'ai parlé de la recherche et du développement analytique dans l'industrie pharmaceutique. C'est vrai que l'assurance qualité intervient aussi, mais bon, je suis quand même désolée de vous dire que je ne maîtrise pas le secteur de l'assurance qualité au Cameroun. En fait, je peux me proposer de répondre parce que c'est moi qui ai parlé sur l'assurance qualité. Oui, vas-y. En ce qui concerne l'assurance qualité, déjà, c'est vrai, il faut, pour percer dans le domaine, on a dans le contexte de l'assurance qualité, dans notre concept camerounais aussi, il y a une formation de spécialisation qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir des notions d'assurance qualité. Les notions d'assurance qualité, l'avantage de l'assurance qualité par rapport aux autres spécialisations, que je vais dire beaucoup plus techniques, c'est que la formation d'assurance qualité peut se faire en ligne. Il y a beaucoup de formations d'outils qualité qui se font en ligne. Moi, j'ai fait une certification Six Sigma, Master Black Belt. Je l'ai fait en ligne et j'ai reçu ma certification après avoir fait ma spécialisation sur le terrain. Donc, je dis, avoir les notions d'assurance qualité, parce que dans nos facultés, en fait, on n'enseigne pas l'assurance qualité. C'est dans nos formations supplémentaires, après notre doctorat, qu'on acquiert les notions d'assurance qualité et tout ce qui concerne le système de management de la qualité. Ce qui est là, c'est que c'est possible de faire, c'est-à-dire un étudiant qui sort déjà de la faculté, disons un nouveau étudiant qui veut faire dans le domaine de l'assurance qualité. Moi, la première chose que je lui dirais, c'est de chercher des formations en ligne. Parce que les formations en ligne te donnent des aptitudes. Si c'est que tu ne peux pas te déplacer pour aller à l'extérieur, ce ne sont pas des formations techniques comme le contrôle qualité où tu dois être dans des laboratoires de contrôle, mais ce sont des formations qui te donnent des outils peut-être pour manager et pour mettre en place un système. Et maintenant, il y a des certifications associées qui permettent d'accroître cette base de la technique. Peut-être que tu as eu dans ta spécialisation de base d'assurance qualité. Maintenant, dans notre contexte africain, on ne va pas se leurrer. Il n'y a pas, concernant les industries pharma, déjà, il n'y a pas de système d'assurance qualité, de système management de la qualité qui fonctionne à perfection comme ce qu'on voit en fait dans la documentation.
C'est maintenant, c'est chaque pharmacien qui a une formation de base, une formation continue, pas ses spécifications, qui doit pousser ses limites loin pour pouvoir mettre en place, c'est-à-dire la structure dans laquelle elle se trouve. Parce qu'il faut dire que la notion de base, c'est-à-dire que le premier principe du système de management de la qualité, c'est l'engagement de la direction. Si l'engagement ne nous donne pas les outils, si l'engagement de la direction, là où on travaille, ne nous donne pas les outils nécessaires pour qu'on puisse s'exprimer dans le domaine de la qualité, on ne peut pas s'exprimer dans le domaine de la qualité dans notre contexte. Je pense en fait que c'est ça, parce que la qualité, on dit la qualité coûte cher. La qualité, c'est un processus, la qualité, il faut dépenser. Mais nos industries locales et nos organisations locales ne sont pas prêtes à dépenser pour la qualité. Ça, il faut le dire. Ils ne sont pas prêts à envoyer les gens en formation, à faire les gens faire des formations supplémentaires. Maintenant, je pense que cette plateforme, c'est qu'il y a plusieurs acteurs dans le domaine de l'assurance qualité, c'est qu'il y a plusieurs étudiants qui veulent faire dans l'assurance qualité et qui veulent s'approfondir dans les systèmes de management de la qualité, justement. C'est une plateforme où on peut créer des formations en ligne directe, des formations continues, des formations pour pouvoir donner des outils à ces étudiants, à ces futurs managers de la qualité, pour pouvoir implémenter dans leur domaine d'exercice. Mais implémenter dans le domaine des exercices, avoir à l'esprit que je veux être, c'est-à-dire, je veux marcher dans mon propre compte. Parce que rester dans une entreprise où tu n'es pas manager, où tu n'as pas, c'est-à-dire, tu n'as pas une prise de décision, conséquent, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas t'exploiter et tu ne peux pas, en fait, ressortir ce que tu as réellement dans le domaine de l'assurance qualité. C'est ça le contexte africain dans lequel je me trouve. Moi, par exemple, je travaille dans une industrie pharma ici, dans le domaine du contrôle qualité. On ne veut pas dépenser dans l'assurance qualité. Donc, tu te sens en fait, quelque part, tu as les notions, tu as les outils, tu as les formations supplémentaires, tu as tout, mais tu ne peux pas t'exprimer. Mais maintenant, on doit avoir cette... En fait, c'est qu'on doit créer un nouvel état d'esprit. On doit être focalisé sur la qualité des outils, des services et des produits qu'on veut mettre sur le marché en tant que Camerounais. Pour ça, il faut qu'il y ait une équipe qui se lève pour être formée dans le domaine de la qualité par plusieurs moyens de formation. Ça existe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Docteur Béranger, est-ce que c'est bon selon vous? Est-ce que vous avez d'autres préoccupations par rapport à ça? Bon, si je reformule un peu je ne sais pas si je vais dire la question tout entière à l'équipe. Docteur Claude soulevait de façon concrète, il se demandait comment est-ce que nous pouvons faire pour sortir du lot de façon concrète. Parce qu'il a pris l'exemple de cette femme qui a commencé tôt et qui n'a pas pu continuer en tout cas. Et on se demandait quels sont les conseils que vous nous donneriez à nous pour nous permettre peut-être d'aller plus loin dans ce sens-là. En fait, le premier conseil que moi je dis, c'est que... Ça s'adresse, je crois, à tout le panel. Je pense que le premier conseil qu'il faut d'abord, comme j'ai dit dans les conseils, c'est qu'il faut se fixer des objectifs et une vision smart de ce que tu veux réellement faire en tant que peut-être un futur industriel. Si c'est que tu te fixes des objectifs, je vais être contrôleur qualité, je vais être assureur qualité, je vais être manager de la qualité. C'est maintenant que tu dois commencer à chercher. On va te donner les outils. Il y a des formations en ligne. Il y a beaucoup de formations en ligne. Tu n'es pas obligé. Tu peux commencer simplement par l'assurance qualité. Parce que les notions de base d'assurance qualité te donnent les outils nécessaires pour pouvoir t'exprimer et pour pouvoir mettre en place un système d'assurance qualité dans une industrie ou dans une organisation où tu te trouves. Maintenant, dans les aptitudes de manager que tu vas avoir, que tu vas accroître après, et les outils, en fait, c'est-à-dire dans le monde de l'assurance qualité, vont te permettre encore d'accroître en fait tes aptitudes et tes connaissances de base et tes connaissances spécifiques que tu as eues pour pouvoir relever l'entreprise. C'est ça. En fait, il faut se former déjà. Il faut chercher les formations en ligne. Pour ceux qui ont des moyens, vous pouvez aller sur place. Vous savez, on n'est pas obligé. Moi, je me suis formée en Afrique. J'ai fait ma formation en assurance qualité en Afrique. Et j'ai eu une très bonne formation en assurance qualité. Je suis contente de ça parce que j'arrive en fait à répondre à beaucoup d'objectifs en termes d'assurance qualité, en termes de management de la qualité dans l'entreprise dans laquelle je me trouve. Je dis, l'objectif n'est pas d'aller en Europe pour avoir des connaissances dans le standard européen. Il y a des universités africaines qui ont de très bonnes formations en assurance qualité, qui mettent les moyens en jeu pour former les Africains dans le domaine de l'assurance qualité c'est-à-dire des universités africaines qui ne sont pas chères. Il ne faut minimiser aucune université qui forme en fait dans une spécialisation précise. Si tu as les moyens d'aller en Afrique, il faut aller en Afrique. Parce qu'on va te donner une formation de base, mais la formation en fait est intrinsèque et la formation continue, c'est toi-même qui vas chercher à la voir au travers des certifications, au travers des formations en ligne sur le management, au travers de tout ça.
Moi, je me dis, les universités africaines fonctionnent très bien déjà. Quelle Allô, Annie? information vous pouvez avoir? Oui. En fait, je pense que ce que tu dis, c'est très vrai, mais ce que je voulais relever, en fait, c'est pas, c'est pas au niveau des coûts ou de la qualité de la formation, mais c'est davantage au niveau des types de formation qu'on peut avoir. Parce qu'on a, on a le management de la qualité. Parce que je pense qu'il vaut mieux parler de management de la qualité actuellement que juste d'assurance qualité. Oui. Ok, on a le management de la qualité. Comme disait, je crois, c'est Peggy tout à l'heure, on a les différents chefs d'unité, notamment ceux de la production. Comme a dit Christelle, on a la recherche et développement. Et pour moi, chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus au niveau de la recherche et développement qu'on doit focaliser. Et dans ce sens, ce serait peut-être bien, je sais pas par quel moyen, mais de trouver un système pour développer des thématiques en fait qui ont trait à la recherche et au développement en associant forcément le management de la qualité. Puisque dans nos établissements actuellement, les systèmes de formation qu'on a, j'en connais au Cameroun où ils font par exemple pas de travaux pratiques de galénique. Et puis demain, ils sont pharmaciens. Ils font pas de travaux pratiques de chimie analytique ou des techniques analytiques fondamentales. Encore que parfois, c'est parce qu'il n'y a même pas d'équipement disponible. Donc, moi, je pense, tu l'as si bien dit, le management de la qualité, il faut déjà que la tête, que le sommet de l'entreprise soit totalement impliqué, soit en accord avec, mais aussi il faudrait qu'à la base, qu'au niveau de la formation, qu'on ait peut-être, et ça je sais vraiment pas par quel moyen, qu'on ait déjà un système pour inculquer, pour stimuler, pour provoquer chez les jeunes apprenants, en fait, la notion de qualité, la notion d'expertise même dans le peu qu'ils peuvent faire. En fait, c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure et en même temps vous remercier de ce que vous avez fait. Je trouve que c'est formidable. Merci beaucoup, Dr. Claude, déjà pour les encouragements et pour nous avoir rejoints par rapport à cette thématique qui est assez ambiguë pour nous étudiants d'abord, parce que l'industrie pharmaceutique, pour nous, ça n'avait pas l'air aussi vaste que ça. Je ne sais pas si Dr. Annie-Laure ou d'autres panélistes aimeraient ajouter quelque chose par rapport à l'intervention du Dr. Claude. Au cas contraire, est-ce qu'il y aurait un étudiant dans la salle ou un docteur qui aimerait apporter quelque chose ou du moins poser une question? Vous n'avez qu'à lever la main si vous voulez poser quelqu'un une question. Oui, nous avons Dr. Patrick. Dr. Patrick, vous pouvez poser votre question. D'accord, merci, bonsoir tout le monde. Oui, je disais tantôt, moi c'est Patrick Mopi de la promotion 2017 de l'Université des Montagnes. Et actuellement, je suis en train d'effectuer un master recherche en chimie des substances naturelles. Et j'ai été beaucoup intéressé lorsque j'ai vu l'exposé je crois, de monsieur Victor, je crois, sur les MTA. Et je voulais, à la suite de ça, en fait, poser une question ou du moins une préoccupation parce que c'est un domaine dans lequel je veux me lancer ou bien dans lequel je me lance déjà. Je crois qu'il a beaucoup, parce que dans son CV qu'on a tantôt lu, donc qu'on a tantôt dit, j'ai vu là qu'il a beaucoup travaillé sur les MTA, notamment sur Artemisia et tout. Et bon, moi, ma question, c'était de savoir par rapport aux MTA que moi, je veux me lancer. Parce que là, il nous a pas dit, par exemple, les défis, les difficultés, comment ça se passe. Est-ce qu'on va prendre une plante comme ça et se lancer dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est tout ce contenu-là que je voulais un peu avoir. Parce que c'est bien, on veut se lancer, mais comment faire? Est-ce qu'il y a un problème de financement? En fait, c'était un peu tout ça. C'était mon souci un peu sur ce plan-là. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Merci, Dr. Patrick. Dr. Victor, la parole vous revient. Oui, merci.
Docteur Patrick, effectivement, c'est ça le véritable problème en Afrique. Généralement, lorsqu'on étudie, on se retrouve dans des laboratoires où, en faisant des travaux pratiques, on a des déchets, on a des burettes graduées, on a des pieds gradués, ainsi de suite. Et lorsqu'on finit les études, on se retrouve seul, on veut se lancer. On ne sait plus se retrouver dans un laboratoire pour travailler. Pourtant, c'est par là qu'il faut commencer. Bon, si tu as bien suivi ma présentation, j'ai dit le premier atout il faut aimer le bio. Ça veut dire il faut avoir d'abord une base parce qu'on ne commence pas une recherche avec des suppositions, non. Il faut avoir une base. Tu peux connaître une plante utilisée déjà traditionnellement et qui a fait ses preuves. Là, déjà, ça te donne une piste ouverte pour la recherche. C'est vrai que même le docteur Claude Béranger l'a dit tout à l'heure, en Afrique, on a un sérieux problème, surtout au niveau de l'Afrique centrale et un peu partout en Afrique centrale. Le manque d'équipement, le plateau technique n'est pas assez fourni. Alors, il faut commencer avec les moyens de bord, comme je l'ai dit, avec les moyens de bord. Je me souviens de l'un de mes professeurs qui disait, si un pharmacien a un pied gradué et une balance, il ne peut pas mourir de faim. Comme pour dire, c'est le strict minimum qu'un pharmacien a besoin. Alors, une fois que vous avez repéré une plante qui déjà traditionnellement a fait ses preuves, vous pouvez commencer par le plus simple, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez en pharmacognosie, un screening chimique, ainsi de suite, avoir une idée, connaître bien la physiopathologie de la maladie et qui est traitée par la plante. Donc, c'est toute cette notion que vous avez reçue qui vont t'aider maintenant à commencer à orienter tes recherches. Alors, je ne sais pas si c'est le docteur Claude Béranger qui l'a encore dit. Vous ne pouvez pas travailler seul. Ça, c'est impossible parce que vous n'en avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas les moyens intellectuels pour travailler tout seul. Donc, les études doivent toujours être multidisciplinaires. Vous devez vous associer et chacun de vous doit apporter un plus, se concentrer sur un domaine précis. Il est vrai, pour aboutir à l'obtention de l'AMM, d'un MTA, ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé. Il faut faire les travaux progressivement. Et comme je l'ai dit, encore avec les moyens de bord, vous commencez. Une chose est sûre, c'est que vous trouverez toujours les moyens d'avoir accès à un laboratoire ou alors vous trouverez des moyens d'adapter ce qui est à votre disposition pour pouvoir avancer avec vos travaux. Mais arrivera une étape où vous aurez vraiment besoin d'un financement pour approfondir vos recherches. Moi, je t'encourage vraiment à te lancer et à commencer avec le peu que tu peux avoir de disponibles et commencer à chercher des partenaires, des amis, des confrères avec qui vous pouvez vous associer ayant la même vision pour y arriver. C'est le conseil que je peux te donner. D'accord, merci. Merci, docteur Patrick, pour la question. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la salle qui aimerait apporter quelque chose ou poser une question? Veuillez lever la main dans ce cas. Oui, Stéphanie. Ah, bon, je crois que d'abord le docteur Béranger va finir et puis on pourra passer à Stéphanie. Oui, docteur Claude, on vous écoute à nouveau. Excusez-moi, je voulais juste le demander à Christelle et à Peggy, je crois, et peut-être à Annie, je crois que ce sont ceux qui sont à Liège actuellement. Je voulais savoir, peut-être ça ne rentre pas dans le cadre de cette présentation, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moyens pour eux de nous aider, nous ici, à avoir en fait des bases pour avoir une certification ou une préqualification, que ce soit OMS, mais fondamentalement OMS pour l'analyse, le contrôle de qualité et l'assurance qualité pour les médicaments qui sont vendus chez nous. Et quand je dis nous, je parle du laboratoire de chimie analytique de l'Université des Montagnes. Merci en fait.
Alors, docteur Peggy, docteur Annie-Laure et docteur Christelle, on vous écoute. Merci pour votre question, pour votre préoccupation. En fait, pour la procédure de préqualification OMS, il faut, en fait, ça passe par un accompagnement préalable. Donc, ça passe d'abord par un audit dans le système de management de la qualité. Il faut d'abord préalablement un audit. Et pour ce faire, je pense qu'il faut d'abord contacter l'OMS lui-même parce que ce sont les auditeurs que eux ils vont envoyer pour pouvoir voir à quel niveau vous êtes au niveau du système de management de la qualité et ensuite vous accompagner parce que tous ceux qui demandent, qui ont besoin de la préqualification OMS, ils émettent une notification en fait au niveau de l'OMS et c'est dans ce cadre-là que l'OMS envoie des auditeurs pour faire l'audit et puis par la suite ils sont accompagnés et d'après le niveau le niveau qu'ils ont dans le système de management de la qualité, ils vont les accompagner pour qu'ils puissent obtenir la préqualification OMS. Et ça passe encore par un autre audit. Donc, c'est plusieurs phases, c'est tout un processus en fait. Il faudrait que vous émettiez le besoin en fait au niveau de l'OMS pour que ce soit... Il y a toute une direction qui s'occupe essentiellement de ça. Si je peux compléter ce que le docteur Christelle a dit. Oui, vas-y. Bon, je pense que la préqualification OMS, c'est une très bonne chose en fait pour nos laboratoires nationaux. Mais le problème, c'est qu'on le voit parfois trop grand. Vous savez, vous pouvez certifier uniquement une analyse. Vous pouvez certifier uniquement votre analyse. Commencer au plus bas de l'échelle et essayer d'accroître le système c'est-à-dire sur tout le laboratoire. Ce que je dis, vous prenez l'analyse phare de votre laboratoire. Vous pouvez être préqualifié uniquement dans l'infrarouge. Vous pouvez être préqualifié uniquement dans la analyse de l'HPLC des matières premières, des produits finis, des produits en cours. Vous spécifiez quelque chose déjà dès le départ. Ce que vous voulez préqualifier, vous pouvez préqualifier d'abord uniquement l'analyse UV parce qu'il y a des laboratoires en Afrique. Ils ne sont pas préqualifiés sur tout le laboratoire, c'est-à-dire tout le système de management de la qualité n'est pas préqualifié, mais ils sont préqualifiés c'est-à-dire sur une analyse bien précise comme peut-être l'UV, l'HPLC. Donc pour moi, je dirais que commencez par là. Commencez par une analyse spécifique à un niveau bas. Et quand vous avez vu que vous avez pu acquérir, c'est-à-dire la certification peut-être pour l'analyse HPLC ou l'analyse UV ou l'analyse IL, ça va vous motiver à accroître votre gamme de préqualification. Et c'est comme ça que l'entreprise va prendre au fur et à mesure un système de management de la qualité petit à petit pour lui permettre d'être préqualifié finalement. Mais moi, je dirais, le conseil que je vous donne, c'est de commencer au bas de l'échelle. Cibler une analyse, cibler une compétence, cibler quelque chose de précis et aller vers la préqualification, ayez des objectifs clairs, mettez votre système par rapport à cette analyse-là. Et dès que vous auriez justement, comme Dr Christelle a dit, il y a les accompagnements, il y a tout un système, il y a tout un programme de l'OMS. L'OMS vous dit exactement ce que vous devez avoir, comment ils vont faire les audits, comment vous devez corriger le système en cas de non-conformité, comment. Il y a cet accompagnement-là, bien sûr. Mais moi, je vous conseillerais de commencer quelque part. Et quelque part, c'est de cibler une analyse bien précise et concevoir un système de management de la qualité sur cette analyse-là. L'OMS va venir vous auditer sur cette analyse et vous serez conforme et vous pourrez avoir une préqualification par rapport à quelque chose de précis qui pourra vous permettre d'étendre votre gamme de préqualification déjà. Merci, docteur Annie-Laure. Est-ce que docteur Peggy aimerait répondre aussi à la question ou ajouter quelque chose? Bon, j'aimerais aussi, j'ai cru comprendre que le laboratoire national de contrôle des médicaments était en phase de préqualification OMS. Je ne sais pas si vous pouvez aussi vous approcher d'eux pour, je sais pas, pour voir comment eux ils ont procédé, peut-être dans le cadre d'une collaboration, je ne sais pas. Donc. Merci, Doc.
Nous allons passer donc à la question suivante, en espérant que celle-là a été répondue déjà. Stéphanie, vous êtes toujours là, vous êtes toujours en ligne. Oui, bonsoir. Je suis Stéphanie Lenga de pharmacie 6e année. Merci vraiment à tous les membres pour la présentation qui a été brillante. J'ai une question et ma question s'adresse à Dr Victor. J'aimerais savoir s'il y a un organisme habilité à la délivrance des AMM, des phytomédicaments, et si oui, lequel? Oui, bonsoir Stéphanie. En fait, je ne peux que vous donner les réalités du pays dans lequel je me trouve. Dans le pays où je me trouve, les AMM pour des phytomédicaments sont gérés par la DPM, qui est la troisième division, la troisième direction du ministère de la Santé qui s'occupe des médicaments, la direction de la pharmacie. Et en principe, je crois que ça doit être le même principe dans tous les pays. Ceux qui s'occupent de la délivrance des AMM des médicaments, puisque de toutes les façons, phyto ou pas, ça reste un médicament. Donc, je crois que c'est au ministère de la Santé, la division qui s'occupe de la pharmacie et du médicament, qui est censé délivrer cela. Voilà pourquoi vous êtes censé produire un dossier technique complet pour pouvoir demander votre autorisation de mise sur le marché. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Donc, au Cameroun, vous pouvez vous rapprocher, par exemple, du ministère de la Santé, si c'est structuré de la sorte avec une division pour la pharmacie et le médicament. Je crois que c'est eux qui sont habilités à délivrer des AMM ou des phytomédicaments. Ok, merci. Bon, je crois que Stéphanie, c'est bon. Je crois que Dr Peggy aimerait ajouter quelque chose. Oui, je voudrais déjà réagir par rapport à la question de Béranger au sujet de la fréquence. Comme le docteur Anil a si bien dit, il serait important que à leur niveau, ils puissent définir exactement ils pourront voir comment c'est. Il serait intéressant pour eux de faire ce qu'on appelle des interlabos. En fait, les interlabos, c'est quoi? C'est un peu différent. Je sais souvent en Afrique de l'Ouest, il y a des réseaux qui sont très, très efficaces de ce côté-là. Ils peuvent, par exemple, prendre une opération de temps en temps pour vérifier la fiabilité des résultats, prendre peut-être une analyse HPLC, faire la comparaison avec le laboratoire d'analyse pharmaceutique, par exemple, de Cheikh Anta Diop ou bien d'Accra, quelque chose comme ça. En attendant de voir comment pouvoir se faire préqualifier par l'OMS. Je pense qu'il serait capital de préqualifier des opérations clés et de participer à des interlabos. C'est plus accessible pour nous dans un premier temps. Une fois qu'on aura cette étape-là, on pourra voir comment passer à la préqualification de l'OMS. Et maintenant, pour ce qui est de la question sur l'homologation des phytomédicaments, comme Victor l'a si bien dit, l'homologation des médicaments, elle est la responsabilité du ministère de la Santé. Et au sein du ministère de la Santé, il y a des commissions spécialisées. En l'occurrence, il y a une commission spécialisée pour l'homologation des médicaments à base de plantes. Et cette commission siège normalement de façon trimestrielle. Bon, pour quelqu'un qui voudrait mettre un médicament à base de plantes sur le marché, la procédure est simple. Il va sur le site du ministère de la Santé. Il y a tout un formulaire. Qui définit les différentes pièces à fonction qu'il faudrait venir à la DPM pour l'évaluation de votre dossier d'homologation. Merci bien. Merci, Dr Peggy, pour l'ajout. Stéphanie, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, merci, c'est bon. D'accord, merci à vous. Qui d'autre voudrait poser une question? Yvine, moi, je n'ai pas une question. Je voudrais faire un ajout, si vous me le permettez, bien sûr. Bien sûr, donc, allez-y. Oui, en fait, je voudrais m'adresser particulièrement à nos jeunes frères et sœurs qui sont en cours de formation pour le moment. On a beaucoup parlé de l'assurance qualité et Claude Béranger l'a encore évoqué tout à l'heure. C'est l'un des domaines dans lequel un jeune pharmacien ne doit pas hésiter à s'engager. Parce que moi, j'ai suivi une certification en assurance qualité.
management de l'assurance qualité, en SMQ. Et je vous assure, c'est un domaine qui ouvre beaucoup de portes. Parce que l'assurance qualité ne s'applique pas. Pardon? Je disais, c'est un secteur qui ouvre beaucoup de portes. Et tout simplement parce que l'assurance qualité ou le management de l'assurance qualité ne s'applique pas uniquement au secteur pharmaceutique. Ça s'applique à toute activité fournissant des services. Donc, vous ne pouvez pas simplement vous limiter au secteur pharmaceutique. Ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Et le docteur Annie l'a si bien dit, même à travers l'Internet, vous pouvez trouver des certifications que vous pouvez suivre, ainsi de suite. Déjà, c'est l'une des bases. Ça peut être un acquis pour chacun d'entre vous, peut-être même avant la fin de votre formation. C'est vrai que sur le plan pratique, le mettre en œuvre dans une industrie pharmaceutique, comme on l'a dit, il faut que la direction soit d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas avec les opérateurs économiques. Mais déjà, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, c'est un secteur que le pharmacien peut s'approprier vraiment et s'imposer dans beaucoup d'autres domaines tels que l'agroalimentaire, la production des textiles et tout. Donc, ça s'applique à tout secteur qui fournit des services. Merci bien, docteur Victor, pour l'ajout. Bon, je crois que nous tendons déjà à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je tiens particulièrement au nom de tout le monde à remercier les panélistes et les différents docteurs qui ont intervenu pour nous éclairer davantage quant au sujet et à tous ces étudiants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre collaboration. Et pour résumer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui et je ne saurais par ma voix résumer tout ceci, mais ce que j'en retiens sincèrement par rapport aux qualités, ce dont nous avons besoin vu les challenges par lesquels nous passons au Cameroun en particulier, nous avons besoin de rêver, de croire en nous, de bosser et surtout de travailler en équipe. Donc, sur ce, nous allons clore la séance. Merci vraiment à tous. Je tiens ici à rappeler que ce n'est que la première séance d'une longue tournée parce que déjà mardi, le 16, nous avons une autre séance avec des panélistes dans le domaine de la santé publique. Donc, surtout, n'hésitez pas de nous rejoindre. Et à la fin de cette présentation, nous ferons part des différentes présentations, du moins des PDF, des PowerPoint, pardon, qui ont été faits. Ils seront à votre disposition. Nous vous remercions. Bonne nuit et à mardi prochain.